Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Bien avant de commencer la lecture, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses pour tous les bruits que vous allez entendre à l'arrière de la vidéo. Car voyez-vous, nous avons reçu beaucoup de vacanciers chez nous et ce sont des enfants, ils sont très turbulents. Je ne sais à quelle heure, je suis obligée de fois de me réveiller mais à minuit, 1h du matin avant de faire une vidéo. Et là, je n'en peux plus. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Nous commençons le chapitre 9, première partie. Il y avait guère de place pour stationner. Anka avait emprunté la voiture de Jean-Michel. Celui-ci, souffrant, n'avait pu se rendre à l'invitation de Sophie. Les époux Ehui, vêtus de couleur claire, faisaient le tour de la place. Pourquoi ne pas laisser la voiture face au store et revenir à pied? C'est ce qu'il finit par faire. On sentait que ce serait un mariage de gros taux. Plusieurs groupes de danseurs traditionnels se faisaient concurrence devant l'hôtel de ville d'Abidjan. Tandis que Jackie et son mari traversaient la rue, une Chevrolet noire les dépassa en trombe. En dépit des vitres teintées, Anka reconnut Samuel et sa femme Victorine. Il fut immédiatement suivi des Tanoé, père et mère. Jackie et Anka se mêlaient à la foule. Celui-ci fut reconnu par certaines personnes qui vinrent le saluer pour voir de près sa fameuse femme. Bien coiffée, elle portait les cheveux courts depuis quelques jours. Légèrement maquillée et habillée avec élégance, Jackie était en mesure de relever leur défi. À tous, Anka présenta sa femme. Une autre voiture arriva. Jean-Louis Boisbré et Martial Josette Tanoé, la sœur de Sophie, en descendirent. Son fiancé Gilbert, portant leur enfant, se détacha d'un groupe de personnes pour venir à sa rencontre. Il rejoignit les parents de Sophie. On attendait fébrilement la mariée et les témoins. Ceux-ci filles ont fait leur apparition. Il s'agissait de Vamé Diarra, le ministre de l'Agriculture. Pour Jean-Louis et de Gisèle Akbar pour Sophie. Un ministre et l'épouse d'un ministre comme témoin, rien que ça. Mais voyons, on était entre soi. Jackie regardait tout ce beau monde et en oublia sa fatigue. La voici, s'écria quelqu'un en voyant entrer sur l'esplanade de la mairie la voiture décorée comme une véritable œuvre d'art. Tout le monde fixa son attention sur l'occupante de la voiture. Elle en sortit avec précaution. C'était effectivement Sophie. Elle portait une ravissante robe d'organdi dont les motifs étaient des fleurs au cœur serties de pierreries. Sur sa tête, un diadème semblable à une couronne et maintenant un petit voile scintillait de 1000 feux sous le soleil du matin. Les mains gantées de Sophie relevaient un pan de sa robe et elle mit pied à terre. Paola dévorait sa fille des yeux. Cette dernière sentit ses yeux se mouiller. La grande absente de la fête, c'était Rebecca. Elle n'avait pas voulu venir pour le mariage, prétextant un examen, alors que M. Diarra lui proposait un billet d'avion. Il était temps de monter dans la salle des mariages. Les fiancés, le père, mère et témoins ouvrirent la marche, immédiatement suivis du président de la République, de son épouse et de sa suite, ainsi que presque toutes les personnalités politiques et universitaires du pays. La foule des parents et amis fermait le rang. D'autres ne purent entrer dans la salle, devenue trop petite. Jackie et son mari, entraînés par Gilbert Attier, le fiancé de Martial Tanoé, avaient pu trouver des sièges dans la salle. Jackie ne perdait rien du spectacle. Une organisation sans faillite. Après le rituel de la lecture des actes de mariage, de la question aux mariés, de la signature des registres et de la remise du livret de famille, le maire félicita les mariés et leurs parents et en profita pour aller saluer respectueusement le chef de l'État. Déjà, le service du protocole s'était remis à l'œuvre. On sortit dans l'ordre et le silence, quoiqu'à un certain moment, on ne bougea guère, puisque les mariés se faisaient photographier sur les marches. L'équipe de reportage de la télévision était présente. Laissant les gens se bousculer pour se faire photographier avec les mariés, Anka prit le bras de Jackie et ils s'en allèrent. Ils devaient se rendre à Bingerville. En effet, la bénédiction nuptiale pour des raisons de commodité allait être donnée à Sophie et à Jean-Louis dans la propriété que possédaient Paola et Claude Tanoé. Jackie n'osa pas exprimer son étonnement. Exactement comme à la mairie, tout fut impeccable quant à l'organisation. Il n'y eut pas de bousculade. Tout le monde cette fois-ci put entrer dans la cour et s'asseoir. Monseigneur Ayé, représentant l'archevêque d'Abidjan et un grand nombre de prêtres, accueillit les arrivants.
La messe devait être concélébrée par Monseigneur Ayer et les abbés Eugène Boisbré, frère aîné de Margot, et Pierre Lasme, neveu de Madame Akpa. Les deux prêtres étaient fins prêts, solennels dans leur soutane immaculée. Sophie eut du mal à garder son sérieux en les voyant, car habituellement c'était de joyeux lurons. Elle réussit cependant à se maîtriser. En cas, reconnut Eugène et le salua de loin. Il lui répondit d'un signe de tête. Les prêtres demandèrent qu'on fît silence. Tout le monde se tut. Les danseurs et tam-tam se calmèrent comme par enchantement. D'excellentes chorales animaient cette messe à part très ordinaire en plein air. Victorine Boisbré pleurait en silence. Virginia Akpa aussi, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. La partie la plus émouvante de la messe fut celle où Sophie Debout et Jean-Louis, jouant de l'orgue, chantaient ensemble un hymne à la gloire de Dieu et de l'amour. Un autre temps fort fut celui où Martial Josette lut un passage du Cantique des Cantiques. Jackie ne résista pas à l'envie de pleurer, au mariage de quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Puis arriva le grand moment de la cérémonie. Les fiancés allaient se poser la question rituelle et échanger après consentement les alliances. Ceux qui n'avaient plus de pellicule dans leur appareil photo s'agitaient fiévreusement pour le recharger. Locke se tut encore un moment pour laisser parler Jean-Louis et Sophie. On aurait pu entendre une mouche voler. Jean-Louis parla rapidement à Sophie. À son tour, elle allait lui poser la même question, mais on n'entendait rien. Paralysée par une subtile émotion, la jeune fille ne pouvait plus proférer une seule parole. Pas de panique surtout, lui murmura Gisèle Akpa. Jackie regarda son mari qui lui tapota la main en guise de réponse. Sophie essaya de nouveau de parler et y parvint. Ouf, on avait eu chaud. On apporta le coussinet de velours sur lequel il y avait les alliances. Jean-Louis, avec les mots habituels, passa au doigt de Sophie l'anneau en diamant puis attendit. Sophie prit l'anneau en or massif et l'approcha de l'annuaire gauche de Jean-Louis, mais on ne sait comment la bague lui tomba des mains et roula sur le sol. On put la ramasser et la remettre à Sophie. Les doigts tremblants, elle fit coulisser doucement l'anneau au doigt de son mari qui la regardait avec un petit sourire d'encouragement. Encore ouf. À la fin de la messe, avant que les mariés n'aient reçu leur plus de confettis sur la tête, un groupe de jeunes filles, d'honneur toutes plus belles les unes que les autres, firent quelque part de danse et disparaissèrent aux quatre coins de la cour des pétales de rose. Puis vint le moment où les mariés devaient recevoir les félicitations. Les gens se mirent sagement en rang, sauf le président de la République qui était prioritaire pour embrasser les mariés. On fit ensuite quelques photos et les organisateurs conduisirent les invités de l'autre côté de la propriété où aurait lieu le lunch. Dès que tout le monde fut installé, on commença à servir des rafraîchissements. Anka attendit que le calme revint et dit à sa femme, « Allons féliciter les mariés. C'est un peu pour nous voir ensemble qu'ils nous ont invités. » Jackie ne se fit pas prier et se leva. Bien des regards se posaient sur eux. Anka entendit même des rires et des chuchotements. Mais, plein d'assurance, il emmena sa femme jusqu'à la table d'honneur. Il serra la main de ceux qui ne connaissaient pas, embrassait les autres et félicitait Jean-Louis et Sophie. Anka, dis Sophie tout émue que je suis heureuse de te revoir. Et moi donc Sophie, répondit Anka. Voici Jackie, ma femme. Sophie embrassa Jackie, se demanda s'il s'agissait vraiment de la villageoise dont avait parlé Rebecca. Jean-Louis, tous mes vœux. Voici ma femme, dit-il en appuyant sur le dernier mot. Merci Anka. Enchanté, madame, dit Jean-Louis en portant la main de Jackie à ses lèvres. Jean-Louis et lui et moi vous remercions pour le cadeau. Je vous enverrai un mot dès notre retour car nous voyageons cet après-midi même. Il n'y a pas de quoi, Sophie. Un vrai voyage de noces, c'est bien. Il est dommage que Rebecca ne soit pas là, dit traîtreusement Jean-Louis, pensant mettre Anka mal à l'aise. Oui, bien dommage. J'aurais pu en profiter pour lui présenter ma femme, mais comme elle s'était déjà rencontrée, tant pis si elle ne se voit pas aujourd'hui. Beaucoup de bonheur, ajouta Jackie pour ne pas passer pour muette et inculte. Merci infiniment, Jackie. Je ne vous retourne pas le souhait, cela se sent que vous êtes heureux.
Jean lui rit jaune pour cacher sa déconvenue. Samuel et Victorine Boisbré ne quittaient pas Anka et sa femme des yeux. Ceux-ci prirent congé et regagnèrent leur table. Vers 13h30, Jackie et Anka s'éclipsèrent et retrouvèrent leur voiture. Alors, tu en es morte, taquina-t-il sa femme. Non, je ne me suis même pas amusée. Je ne savais pas que j'étais une célébrité ici. Laisse dire. Ils ont cru qu'après Rebecca, ce serait le néant. Il y en a qui ont imaginé je ne sais trop quoi quand on leur a dit que j'avais pris femme au village. En tout cas, ils ont été bien attrapés. Les parents du marié te regardaient tellement, c'était effrayant. Ils étaient bien soulagés de voir leur fille me quitter. Pensant qu'elle m'oubliera vite parce que je n'étais pas assez bien pour elle. Maintenant qu'elle a refusé de venir au mariage de son frère pour ne pas me revoir et que m'ont vu avec toi, je leur apparais sous un autre jour. Imagine tout ce qu'ils auraient raconté si j'avais boudé le mariage de Jean-Louis. Bon, oublions tout cela et allons chez Jean-Michel lui rendre sa voiture. Il faut que je songe à m'en acheter une aussi. Jean-Michel entendit Anka et Jackie arriver, il alla à leur rencontre. Jackie le salua plutôt fraîchement. Il n'y fit pas attention outre mesure. « Comment ça va depuis ce matin ?» demanda Anka à Jean-Michel. « Ma fièvre, mais je n'étais pas malade, dit en riant Zuyon. Tu n'étais pas malade et tu n'as pas voulu aller au mariage de Sophie. Ce n'est pas gentil de ta part. Je bossais, moi. J'étais à Fresco avec mon ami de l'autre soir aux obsèques de son frère. Je t'ai rapporté un papier du tonnerre. Tu verras comme notre livre sera super. Je ne vendrai ce reportage qu'en pâtier seulement car après la sortie de notre bouquin. L'enregistrement que vous m'avez fait était impeccable, répliqua Jean-Michel qui était dans un état de grande excitation. Ainsi donc, tu étais à Fresco, dit Anka. Assise dans un fauteuil près du lit, Jackie n'accordait pas un regard aux deux hommes. Tu es un vrai journaliste freelance. Tu n'hésites pas à aller chercher l'information là où elle se trouve. Fresco, ce n'est quand même pas l'Amazonie, s'offusqua Jean-Michel, qui avait cru percevoir de l'ironie dans les paroles d'Anka. Écoute, Anka, fit tout à coup Zion. Laisse tomber la maison. Il n'est pas nécessaire que tu meures pour que le bouquin fasse du bruit autour de cette affaire. Nous avons recensé suffisamment de cas pour rendre notre livre intéressant. Jean-Michel, je ne construis pas seulement pour la cause. Je fais bâtir une maison parce que j'en ai besoin et ma mère aussi, c'est tout. J'ai une femme et bientôt un premier enfant. Tout ce monde-là, dans quelle case veux-tu le garder? Rien ne prouve que je mourrai. Rien ne prouve non plus que tu survivras, lui fit remarquer Jean-Michel Zuyon. Pour moi, les deux choses sont ambivalentes. Si je ne meurs pas, c'est qu'il n'y a aucune malédiction, qu'il n'y a pas de sorcier prêt à décapiter ceux qui construisent une maison et que ces morts étaient dus au destin. Si je meurs, notre témoignage et le fait même que le propriétaire soit subitement mort feront une publicité monstre au bouquin et attireront le regard des autres sur notre région. Ce regard indiscret qui, je le sens, découragera plus d'un mangeur d'hommes. Pourquoi Anka es-tu si obstiné? Demanda Jean-Michel découragé. Je ne sais pas. C'est comme si un esprit était descendu sur moi et m'avait dit « Voilà, ceci est ta mission. » Je me sens donc obligé d'aller jusqu'au bout. Jean-Michel, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Pourtant, tu flanches à la première occasion. Pourquoi? C'est que j'ai peur, Anka. Peur. T'es-tu jamais demandé pourquoi j'avais quitté mon pays depuis tant d'années et rechignais à y revenir? Chaque année, un élève du village mourait. Au début, je n'y prêtais pas attention jusqu'à ce que nous ne soyons plus que 3. Pendant 2 ans, aucun élève ne mourut. Au moment où nous atteignions notre 3e année d'université, celui d'entre nous qui était en médecine ne revint pas des congés de Noël. Il était mort de diarrhée. Sans rien dire à personne, je me suis enfui en Europe, presque sans argent. J'ai bourlingué pas mal. J'ai appris le décès de mes parents. J'ai beaucoup pleuré, mais je ne suis pas revenu au pays. C'est toi, Anka, qui m'a convaincu de rentrer. Mais tu ne m'avais pas dit que c'était pour publier un livre dont tu serais le co-auteur à titre posthume. J'avais fini par guérir de la peur des sorciers, mais depuis quelques semaines, cela est revenu. Une peur irraisonnée qui vous prend aux tripes, vous fait faire des cauchemars toutes les nuits. Jean-Michel Zuyon s'était mis à sangloter. Jackie n'avait pas compris grand-chose à la conversation. Elle interrogea son mari du regard, mais il ne répondit pas.
Tout le monde l'abandonnait, même Jean-Michel qui avait toutes les raisons de le soutenir dans ce combat. Si Jean-Michel était un vrai journaliste, il se reprendrait. Comment pourrait-il laisser en jachère un tel travail? Mon ami, j'espère que la nuit te portera conseil et que tu accepteras de m'aider, de venger tous ceux qui ont été la proie des sorciers et de protéger les futures victimes. Dès demain, Jackie et moi irons passer quelques semaines au village. Nous reviendrons pour son accouchement et peut-être un mois après, nous retournerons là-bas. Je dois finir la maison, mais également m'occuper de la plantation. J'aimerais bien agrandir la cocoterie de mon père et faire un champ de produits vivriers. Si tu as un message pour moi, laisse-le à Joseph. Au revoir, Jean-Michel, dit Anka. Allez, viens, Jackie, on s'en va. Au revoir, Jean-Michel, ajouta Jackie en franchissant la porte du studio. Salut, Jackie. Anka, à un de ces 4 matins. Anka, tenant la main de Jackie, descendit les escaliers. Maintenant, c'était Jean-Michel qui lui faisait pitié. J'ai de la peine pour Jean-Michel, dit-il à sa femme alors qu'ils atteignaient la rue. Il en a de la chance, Jean-Michel. Tu éprouves de la pitié pour lui? Que veux-tu insinuer? Tu as besoin de pitié? Je n'insinue rien. Oui, j'ai besoin de pitié parce que j'ai besoin d'un mari et d'un père pour mon enfant. J'ai peur d'être veuve à mon âge encore. Tu n'es pas Jésus et nul n'a besoin de ta mort pour être sauvé. On dirait que ma mort vous obsède. Après tout, je ne suis qu'un simple mortel et il est dans l'ordre des choses que je disparaisse un jour. Quelle ne fut donc pas leur surprise en voyant arriver presque en même temps que Becket, Waon et Nkadji. On ne les attendait vraiment pas. Que se passe-t-il encore? Jackie se sentit un peu inquiète, mais les paroles rassurantes de tante Waon l'apaisaient aussitôt. Anka ouvrit le portail et laissa entrer Jackie et leur hôte. Il se doutait bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite de courtoisie. Jackie fit asseoir ses beaux-parents et prit place sur le canapé en face d'eux. Le regard brillant de malice que posa tante Waon sur Jackie en robe et chapeau à voilette amusait beaucoup celle-ci. Becket, le premier moment d'étonnement passé, avait repris sa mine des grands jours. Il n'y avait pas l'ombre d'un sourire sur ses lèvres. Son front était plissé de rides. Cela traduisait une grande préoccupation. Jackie ne comprenait qu'à moitié l'étonnement des 2 femmes devant sa tenue vestimentaire. Elle s'était mariée en robe, elle n'avait pas trouvé cela anormal et voilà qu'aujourd'hui, leur regard en disait long sur leurs sentiments à propos de la robe qu'elle avait mise pour un autre mariage. Anka s'assit près de sa femme et demanda les nouvelles à l'oncle Nkadji et à celle qui l'accompagnait. Il les donna rapidement. Anka comprit aussitôt que ce n'était pas tout et demanda les deuxièmes nouvelles. Nkadji resta un petit moment silencieux et dit « Anka, mon petit-fils, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécialement grave, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais il fallait que tes mères et moi venions te voir. Je sais d'avance que tu ne seras pas tout à fait de notre avis, mais enfin. Nous sommes venus te dire que les temps sont trop durs, que nous vieillissons et qu'il nous faut des gens pour nous remplacer quand nous ne serons plus. Aucune cour, aucune maison ne doit rester vide. La mort n'arrête pas de faire des ravages autour de nous. Si nous savions d'où elle vient, nous ne nous laisserions pas avoir, mais hélas. Il arrive pourtant que nous sachions que la mort nous guette dans ces cas-là. Nous avons la possibilité de tripler et nous devons le faire, Anka, mon petit-fils. Mendede Nkadji. Eyika, dit Anka. J'ai bien entendu tout ce que tu viens de dire, mais je n'en ai pas saisi le sens. Comment intervient Waon? Tu n'en as pas saisi le sens? Anka, ne sois pas cruel. Tu es beaucoup trop intelligent pour ne pas avoir compris le sens des paroles de ton grand-père. Anka, nous sommes venus te demander solennellement de renoncer à la construction de la maison. Vous plaisantez? Dit Anka qui faillit rire. Abandonnez tout maintenant qu'il ne reste plus grand-chose pour que la maison soit achevée? Oui, répliqua Waon. Là, on ne peut plus sérieux. Mieux vaut tard que jamais. Mais je suppose que tu es d'accord avec ceux qui t'accompagnent. Bien entendu, Anka, j'ai fait mon choix. Entre la maison et la vie de mon fils, j'ai préféré comme depuis le début la deuxième option. Et Becket de fondre en larmes. De gros sanglots la secouaient. Elle voulait bien avoir une belle maison, vivre confortablement, mais elle ne pouvait laisser son fils unique s'immoler pour cela. Cette fois-ci, la mère d'Anka ne lui jouait pas la comédie. Pour le faire céder, elle pleurait réellement. Elle avait plus ou moins soutenu dans son défi aux sorciers, mais après mûre réflexion à la suite de la maladie d'Anka et la pression de certains membres du clan, elle avait décidé de demander à son fils de renoncer.
Anka vit sa femme s'éclipser du salon. Les autres, trop absorbés, ne s'en aperçurent même pas. Aussi fut-il surpris de l'entendre faire du bruit dans la cuisine. Wayon aussi pleurait. On n'espérait tout de même pas qu'elle ne prêterait pas main forte à Beckett. Nkadje gardait le regard rivé au sol. Anka ne supportait pas de voir sa mère pleurer. Il se sentit tout malheureux, ce qui pour l'instant ne l'avait pas décidé à leur dire « D'accord, j'arrête tout ». Ne pleurez pas, mes mères, dit Anka. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me dire. En attendant, nous allons, Jackie et moi, préparer votre couchette et votre dîner. Anka, il faut que dès demain matin, tu nous donnes une réponse ferme et favorable. Nous ne pouvons continuer à vivre dans l'angoisse de te voir mettre ta vie en péril pour une maison. Sois sans crainte, Anichu. Dis à tes filles de sécher leurs pleurs, répliqua Anka qui se leva pour rejoindre sa femme. Jackie, les yeux rouges tournèrent le contenu d'une casserole. Qu'est-ce que tu fais cuire? Demanda Anka en lui posant une main sur l'épaule. Du piment pour accompagner le poisson frit. Tu sais que nous n'avions pas prévu de dîner ici aujourd'hui. Tiens, tu pleures toi aussi? Railla Anka en voyant les yeux rougis de sa femme. Pour quelle raison pleurerais-je? Mentit-elle. Je viens d'éplucher et d'écraser des oignons. Autant pour moi, dit Anka. Tu parles comme quelqu'un qui n'aurait pas la conscience très nette, Anka. En tout cas, je n'ai tué ni volé personne. Je n'ai pas aimé la femme d'autrui, alors quoi? On ne peut même plus construire sa propre maison en paix? On ne peut même plus mourir en paix, fit Jackie sur le même ton. Oh, cela suffit, toi, dit Anka qui avait saisi le poignet de sa femme de manière très peu tendre. Lâche-moi, suppliait Jackie, dont les yeux s'étaient remplis de larmes. Tu me fais mal. Honteux de cette brusque colère, Anka desserra son étreinte et embrassa le poignet endolori. Il but les larmes qui coulaient sur les joues de sa femme. Elle le regardait faire un peu étonné. Le lendemain matin, Anka reconduisit Beckett et Waon et leur oncle à la gare routière. Après leur avoir de nouveau promis de réfléchir à leur proposition et de leur donner très rapidement sa réponse. Assise près d'Nkadje, Waon le regardait à la dérobée. Elle admirait son oncle. Si seulement Koukoura, au lieu d'être une véritable ombre, était comme lui. Koukoura, un homme sans âme, il était heureux d'être l'homme le plus effacé de sa génération et de son village, passant le plus clair de son temps entre la pêche et la chasse. Jamais pendant la maladie d'Anka il ne s'était manifesté. D'ailleurs, comment aurait-il pu? Il n'était guère resté au village à ce moment-là. Waon avait pensé à son mari et à son attitude. Durant tout le trajet séparant la maison d'Anka à la gare, c'est ainsi qu'une fois installée dans le car, elle s'était mise à regarder son oncle et venait de s'apercevoir qu'elle n'en pouvait plus de supporter Koukoura. Dédé, Nkadje, je crois que je vais quitter Koukoura, annonça Waon. Mais mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Répondit l'oncle surpris. Rien du tout. J'en ai tout simplement assez de vivre avec une ombre. Les seules fois où il élève la voix, c'est quand il a faim. Et Koukoura ne se contente pas d'être un bon à rien. Voyons, Waon, s'offusqua Nkadje en l'interrompant. Non, laisse-moi parler, fit-elle. Koukoura est également un homme irrespectueux et indifférent à tout ce qui me touche de près. Depuis des années que cet homme m'a épousée, combien de fois est-il allé te saluer le matin? Même Beckett qui habite à 2 pas de chez nous ne le voit guère. Anka a été très malade, est parti à Topoadia. Koukoura n'a fait aucun geste vers lui. Oui, mais Koukoura était lui aussi malade à l'époque. Anka était à Topoadia depuis une semaine déjà quand Koukoura s'est blessé. Il n'a aucune excuse. Koukoura m'a assez fait honte devant les autres. Hier, j'en ai parlé. Il s'est fâché et est parti à Tiagba retrouver ses sœurs. Comme cela, ils pourront me critiquer à leur aise. Oh, Waon, tu exagères toujours. Personne ne peut changer Koukoura. Il a toujours été ainsi, ne s'étant jamais soucié de son entourage. Et vous n'avez pas hésité à me donner en mariage à cet homme? Dit Waon. Vous vouliez peut-être que je sois malheureuse? Waon, vas-tu te taire à la fin? Dit Nkadje d'un ton dur. Aie un peu de tenue, nous ne sommes pas seuls dans ce véhicule. Si c'est à cet âge que tu envisages de divorcer ma fille, je ne t'approuve pas. Waon se contint à grand-peine. À son âge, y avait-il un âge pour en avoir assez? Que faisait Koukoura pour elle qu'un autre, à tout hasard, ne saurait faire? Toute sa vie, elle avait travaillé, trimé à ses côtés.
Combien de pains Koukoura lui avait-il offert? Combien d'enfants avait-il pu lui faire? Et les parents de Koukoura qui osaient se moquer d'elle sous prétexte qu'elle n'avait pas eu 10 enfants, mais seulement 5. Et les 2 autres ensevelis là-bas, hein? De toute façon, Koukoura et son avocat, l'oncle Nkadji, ne perdaient rien pour attendre. Quand Badjoche aurait rejoint Nka et sa femme et que ses 2 fils, actuellement sous les drapeaux, auraient eu une situation stable, on verrait bien si elle ne quitterait pas Koukoura. Divorcé, dis tout à coup, Becker, tu n'y penses pas, Waon. N'oublie pas que vous êtes marié à l'église. Et puis, souviens-toi quand ton père mourait, il avait dit à Koukoura, je te la confie, vas-tu passer outre à la loi divine et aller contre la volonté d'un mort? Waon baissa la tête. Elle ne s'avouait pas pour autant vaincue, mais effectuait un repli stratégique. Ainsi s'achève notre chapitre, la première partie de notre chapitre 9. Je réitère encore mes excuses pour tous les bruits que vous avez pu entendre. C'est vraiment dur. Ce sont mes enfants, mes neveux. Et tout le monde sait qu'il est difficile de faire que des enfants puissent rester immobiles. Me réveiller à 1 heure pour faire une lecture, sincèrement, dans ce temps-ci, je tombe vraiment de sommeil. Donc, encore une fois, toutes mes excuses et soyez beaucoup indulgents. Je vous dis à très bientôt. Bye!